Les gens organisent des conférences à Kiev pour discuter de la reprise de la Crimée et de la reprise de contrôle du Donbass. C'est illusoire. Cela est motivé non pas par le désir de protéger l'Ukraine ou ses citoyens, mais par le désir de faire souffrir la Russie. Des négociations délirantes à Kiev. Eh bien, ce n'est probablement pas la seule chose que l'ambassadeur dit dans l'interview suivante qui pourrait faire lever quelques sourcils. Charles W. Freeman Jr. est un diplomate américain à la retraite. Il a eu une carrière distinguée au département d'État en tant que sous-secrétaire d'État et de la Défense et en tant qu'ambassadeur des États-Unis en Arabie saoudite pendant la guerre du Golfe. Sa carrière est marquée par son expertise des affaires du Moyen-Orient, de la politique chinoise et ses commentaires francs sur la politique étrangère des États-Unis. Lors de la dernière interview avec l'ambassadeur il y a quelques semaines, nous nous sommes concentrés sur le conflit Israël-Palestine. Ce qu'il a dit à ce moment-là a dû résonner car, en quelques jours, certaines des vidéos courtes que nous avons produites ont été vues plus de 2 millions de fois sur divers canaux de médias sociaux. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à ajouter l'interview à votre liste de vidéos à regarder plus tard. L'analyse de l'ambassadeur sur l'état des affaires est nettement différente de ce qui est actuellement promu par les médias grand public, de plus en plus obéissants dans la plupart des pays occidentaux. Cela est également vrai pour le conflit dont nous discutons aujourd'hui, la guerre en Ukraine. Donc, si vous voulez obtenir le point de vue d'un initié sur ce drame d'un homme qui a été au tout centre du pouvoir étranger des États-Unis pendant la majeure partie de sa vie, alors rejoignez-nous pour les 90 prochaines minutes, ou à peu près. Nous discuterons de tout, des attaques sur Nord Stream à l'invasion non provoquée de l'Ukraine. Ambassadeur Freeman, merci beaucoup de parler à nouveau avec moi. C'est notre deuxième conversation dans une période relativement courte. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vois que la relocation vous a bien réussi. Vous avez l'air splendide. Comment faites-vous cela? Je suis dans un nouveau cottage à Exeter, New Hampshire. La dernière fois, je crois, j'étais dans la maison familiale à Bristol, Rhode Island. Je n'ai pas eu le temps d'encombrer ce bureau, donc il est encore assez dépouillé. D'accord, je comprends. C'est vraiment bien de te revoir et de te voir en bonne santé. Je sais déjà que ton esprit est aussi vif et brillant qu'il l'a toujours été. Donc, pour commencer, je veux juste te demander, as-tu vu l'interview de Tucker Carlson avec Poutine juste avant que nous commencions à enregistrer? Et tu as dit oui. J'aimerais entendre tes 3 principales conclusions de cette interview. Bien sûr, nous savons tous les deux que l'interview a été critiquée aux États-Unis et nous pouvons discuter des raisons. Personnellement, je ne suis pas fan de Tucker Carlson. Cependant, parler avec des politiciens ne devrait pas être nié ou supprimé en principe. Alors, quelles sont tes principales conclusions de cette interview? La première chose et la plus importante à propos de l'interview, c'est qu'elle a eu lieu. Elle a brisé une barrière, une sorte de mur du son entre les Russes et l'Occident. Nous, en Occident, n'avons pas eu l'occasion d'entendre directement M. Poutine. Nous entendons notre propre propagande, mais pas la sienne. Il est très important que Tucker Carlson ait mené cette interview. Il n'est pas mon journaliste préféré non plus. Cependant, je dois dire qu'il a la bonne habitude d'écouter plutôt que de poursuivre son propre agenda. Il est critiqué en partie pour ne pas répéter le récit occidental sur le caractère démoniaque de M. Poutine et ses terribles actes maléfiques. Ce qu'il a fait, c'était inviter M. Poutine à présenter son cas. Et je pense que M. Poutine l'a fait efficacement. Je ne pense pas que ce soit bon pour la télévision de parler longuement de l'histoire compliquée de votre pays, comme il l'a fait au début. Cependant, on pourrait arguer que cela était utile, car cela rappelait aux gens qui n'ont aucune idée de cette histoire complexe,
qu'elle est en effet complexe. Que vous soyez d'accord ou non avec l'interprétation de l'histoire russe par M. Poutine, il est clair qu'il a une connaissance encyclopédique de celle-ci. C'est un penseur rationnel et un raisonneur stratégique. Les parties les plus intéressantes étaient lorsqu'il a fait référence à Boris Eltsine et à ses propres efforts pour rejoindre un système de sécurité pan-européen dirigé par l'OTAN. Il a soulevé cette question avec Bill Clinton, qui a initialement trouvé l'idée intéressante et possible. Cependant, Clinton a été plus tard dissuadé par ses conseillers néoconservateurs. D'ici le soir, il a informé M. Poutine que ce n'était pas possible. J'ai trouvé ça très intéressant car cela déplace notre attention sur la situation en Europe après l'Ukraine. Le conflit en Ukraine ne peut pas continuer indéfiniment, comme certains pourraient l'espérer, en raison du nombre limité d'Ukrainiens. De plus, l'offensive russe a récemment réussi à Avdiivka, ce qui est crucial pour contrôler Lugansk et Donetsk. Ces deux régions initialement déclarées comme républiques populaires indépendantes et zones majoritairement russophones dans l'est de l'Ukraine sont maintenant à un moment critique. Et la question maintenant est, M. Poutine va-t-il déplacer les poteaux de but? Il a été très cohérent jusqu'à présent concernant ses objectifs. Va-t-il maintenant étendre ses objectifs pour refléter ce qu'il peut atteindre sur le champ de bataille? Par exemple, visera-t-il Odessa, une ville traditionnellement russe dans la partie sud de l'Ukraine, et privera-t-il l'Ukraine de sa côte de la mer Noire, ou répondra-t-il à une demande de négociation? Il a dit qu'il le ferait. Nous ne savons pas. Mais au-delà de cela, je ne vois pas comment la question de l'Ukraine peut être résolue, sauf dans le contexte plus large de la discussion sur l'architecture de sécurité européenne qu'il a initiée en décembre 2021. Il l'a exigé et lorsqu'il a été repoussé, il a utilisé la force. Nous allons examiner tout cela en détail. Mais avant de le faire, pourriez-vous partager vos principales conclusions de l'entretien? Eh bien, je pense avoir exposé mes principales conclusions. M. Poutine continue de se dire prêt à négocier, affirme-t-il. La réponse immédiate de la Maison-Blanche et de M. Stoltenberg pour l'OTAN a été « Pas question de négocier avec vous. Si vous ne négociez pas, alors la seule alternative est la continuation des combats. Et cela ne se passe pas bien pour l'Occident. » Donc je pense que ce que M. Poutine a dit était en grande partie factuellement correct et avait une base. Dire que tout ce qu'il a dit était des mensonges me suggère juste que personne n'a écouté l'interview. Mais en fait, 1 milliard de personnes ont maintenant entendu cette interview, ce qui est probablement un record. Donc je reviens à l'importance principale de celle-ci. Elle a brisé la barrière contre l'énoncé de la position russe. Le monde sait maintenant ce que c'est. Je veux souligner un point que vous avez mentionné en passant, que je pense être très important. Compte tenu de votre expérience et de votre parcours, vous avez mentionné que généralement, les faits évoqués par Poutine étaient corrects. Oui, c'est exact. Et je suppose que ça surprendra beaucoup de gens. Une des techniques utilisées dans ce débat, ou guerre de l'information menée par l'Occident aux côtés de la guerre en Ukraine, a été d'attribuer à M. Poutine et à la Russie toutes sortes d'objectifs qu'ils n'ont jamais adoptés ou annoncés. On nous dit que le but de cet exercice en Ukraine est de préparer le terrain pour une invasion générale de l'Europe. Cependant, il est évident que M. Poutine a utilisé la force de manière mesurée. Il n'a pas appliqué toute l'étendue de la force dont la Russie est capable. Cela suggère que la guerre, qu'il qualifie d'opération militaire spéciale, est un exercice limité. Et il n'y a aucune preuve, après 2 ans de guerre,
qu'il a été capable de prendre seulement 17 à 18% du territoire de l'Ukraine, suggérant qu'il a la capacité, ou que la Russie a la capacité, ou l'ambition, d'aller plus loin. Mais comme quelqu'un l'a un jour fait remarquer, l'OTAN existe désormais pour résoudre le problème que l'existence de l'OTAN produit. Nous voyons des discours alarmistes s'intensifier à mesure que la guerre se passe mal en Ukraine. Pourquoi? C'est une technique de mobilisation destinée à renforcer le soutien pour les dépenses de défense et ainsi de suite. Je crois effectivement que l'Europe doit accorder plus d'attention à la défense et arrêter de compter entièrement sur les États-Unis. Cette question, qui n'a pas vraiment été beaucoup discutée, devient maintenant d'actualité à mesure que la guerre en Ukraine se poursuit. Oui, et nous discuterons de l'Europe sous peu. J'ai quelques points à ce sujet, et il y a une transition parfaite. Nous avons les attaques du Nord Stream. Alors avant de vous poser quelques questions spécifiques, pourriez-vous élaborer sur votre perspective concernant l'attaque du Nord Stream? J'ai une grande confiance dans les reportages de Sayeh. Il a un historique de reportages dissidents qui se sont avérés corrects sur de nombreux sujets. Il a toujours été opposé et dénigré par les médias traditionnels. Je crois qu'il a raison de dire que les États-Unis, selon lui, en partenariat avec la Norvège, étaient responsables. Quoi qu'il en soit, celui qui était derrière cela a réussi à déclencher une désindustrialisation progressive de l'Allemagne et une crise énergétique en Europe, affaiblissant l'Europe. C'est le contraire de l'objectif déclaré de la guerre en Ukraine, qui est d'affaiblir la Russie. La Russie n'a pas été affaiblie, l'Europe l'a été. Donc celui qui a fait cela a commis une terrible erreur. Cela s'est retourné contre lui. Cela s'est retourné contre eux. Noam Chomsky, Jeffrey Sachs et l'analyste de la CIA Ray McGovern, que j'ai interviewé il y a au moins un an, ont déjà déclaré que, de leur point de vue, il est clair que l'Amérique est derrière ces attaques, n'est-ce pas? Eh bien, il y a bien sûr le principe du cui bono, ce qui signifie « à qui profite le crime ». Les bénéfices sont très clairs. Ils ne sont pas seulement stratégiques, comme aligner l'Europe avec les États-Unis, mais incluent également une augmentation énorme des exportations de gaz naturel des États-Unis vers l'Europe à des prix très élevés. De plus, cela conduit à l'élimination de la concurrence européenne dans des domaines industriels clés, puisque l'Europe ne peut plus produire de manière économique. Donc tout cela soutient la suspicion que les États-Unis étaient derrière l'attaque du Nord Stream. J'ai réalisé une vidéo complète à ce sujet, incluant toutes les déclarations de Biden et des administrations américaines successives, Blinken, Nuland et d'autres, sur ce qu'ils ont dit qu'ils feraient avec Nord Stream. Donc vous savez, il y a suffisamment de preuves, il y a suffisamment d'indications sur qui est vraiment derrière cela et quels intérêts sont derrière cela. Mais ce que je voudrais discuter avec vous, c'est ce qui est sous-estimé, je crois. Et vous l'avez déjà évoqué, ce sont les conséquences réelles, à court terme et à long terme, non seulement pour l'Allemagne, mais aussi pour l'Europe. Vous avez utilisé le mot « désindustrialisation » et vous n'êtes pas le seul dans mes interviews à utiliser ce mot exact. Pouvez-vous élaborer? Au-delà de l'évidence, il y a des gens, et je suis ici aux Pays-Bas, je peux vous dire, les gens ne sont pas très bien informés, voire pas informés du tout sur cette attaque. Ils sont absolument inconscients des conséquences. J'irais même jusqu'à dire que c'est en partie la raison des protestations des agriculteurs, qui se propagent maintenant à travers l'Europe, peut être retracées jusqu'à cette attaque du Nord Stream. Donc, sous cet angle, j'aimerais entendre votre avis sur les conséquences à long terme et à court terme. Long-term, short-term consequences, your view. La principale conséquence immédiate a été sur les industries basées sur la pétrochimie,
y compris la production d'engrais, ce qui se relie aux problèmes agricoles que vous avez mentionnés. L'Allemagne, autrefois leader dans ce domaine, est maintenant forcée d'exporter ses industries car elles ne peuvent pas se maintenir économiquement au prix actuel de l'énergie en Allemagne. L'un des aspects les plus particuliers de cette situation est le rôle du Parti vert. Ils ont initialement poussé pour la fermeture du nucléaire et plaident maintenant pour le retour du charbon comme réponse à la crise énergétique. Cette crise découle du manque de gaz naturel à des prix raisonnables. Intéressamment, le Parti vert semble être plus fortement anti-russe que tout autre groupe. Nous avons une étrange combinaison de facteurs qui affectent l'Europe. L'un est une réaction populiste à l'immigration, qui est également présente dans votre propre pays. Cela est lié à une sorte de tendance fasciste parmi les politiciens européens, tout à fait similaire à M. Trump aux États-Unis. Cette situation, combinée à d'autres facteurs, conduit à l'aliénation des jeunes. Je ne suis pas sûr de la situation aux Pays-Bas, mais aux États-Unis, les jeunes sont très désillusionnés par les attitudes de l'élite plus âgée. Nous approchons d'une élection mettant en vedette deux candidats âgés. L'un est largement considéré comme un menteur invétéré et mal informé sur tout, tandis que l'autre semble être dans un état de sénilité et a été responsable de nombreuses guerres pendant son mandat. C'est quelque chose qui préoccupe grandement les jeunes. Nous voyons cela dans le réalignement de la politique aux États-Unis. Les indépendants, ceux qui n'appartiennent à aucun des partis établis, sont le bloc d'électeurs à la croissance la plus rapide. Cela reflète un profond désenchantement. S'il y a une maladie en Occident, c'est l'aliénation de l'élite par rapport aux masses. Parmi les masses, il y a beaucoup d'électeurs âgés. Je devrais le savoir, j'en suis un. Cependant, beaucoup sont apathiques. Ils continuent de promouvoir les mêmes idées qu'ils le faisaient traditionnellement, sans reconnaître que le monde a changé. Ce nouveau monde exige des réponses différentes à des problèmes différents. Aux Pays-Bas, nous avons récemment élu un gouvernement de droite dirigé par Geert Wilders, il y a environ 2 mois. Le cabinet est encore en formation. Cette tendance, un retour au populisme, est quelque chose que nous observons dans plusieurs pays. C'est répandu en Occident, et cela ne se limite pas à l'Occident, car nous le voyons également en Inde. Et je pense que c'est très clair en Israël, avec la tendance très fasciste qui a pris le contrôle du gouvernement là-bas. Il est très tentant de se plonger dans le sujet d'Israël, mais j'essaie de l'éviter, car nous en avons discuté la dernière fois. Je pensais l'avoir mentionné, mais il semble que non. Lors de notre première interview, nous avons produit de courts segments sur Israël. Certains de ces segments ont été partagés sur des chaînes partenaires, recevant jusqu'à 100 000 vues, et le clip le plus vu a atteint plus de 2 millions de vues. Donc, ambassadeur Friedman, il est juste de dire que vous êtes devenu viral avec ce sujet. Cependant, puisque nous avons eu une conversation si captivante sur Israël à ce moment-là, vous avez aimablement accepté cette deuxième interview, qui se concentre principalement sur la Russie et l'Ukraine. Pour revenir à notre discussion actuelle, nous avons vu le Brexit, et maintenant il y a des discussions sur le Dexit. De manière générale, pensez-vous vraiment qu'il y a une chance que l'Europe puisse à nouveau se désagréger? Et qu'est-ce que cela signifierait? J'espère certainement que non. L'un des aspects positifs de la situation actuelle, qui pourrait être vu comme le côté positif dans un nuage sombre, est que les Européens sont devenus conscients des dangers de dépendre uniquement des États-Unis. Ils sont préoccupés par l'élection de M. Trump, qui a annoncé qu'il n'honorerait pas l'article 5 du traité de l'OTAN, à moins que les Européens ne contribuent davantage financièrement.
De mon point de vue en tant qu'Américain, je trouve cette approche extrêmement insultante. Elle réduit notre rôle à celui de mercenaires. Nous devrions aider à défendre l'Europe parce que cela correspond à nos intérêts et non pas la traiter comme une transaction commerciale, comme le suggère M. Trump. Je crois que nos actions devraient refléter nos intérêts. Mais les Européens ont été rappelés à l'ordre sur la nécessité de contribuer davantage à leur propre défense. Je l'ai déjà mentionné, et je le répète, aux États-Unis, il y a deux groupes de personnes qui résonnent avec les déclarations de M. Trump. Le premier groupe est composé de populistes simples, qui peuvent ne pas être très savants, mais qui posent une question raisonnable. Ils se demandent pourquoi, 75 ans après la renaissance de l'Europe, avec de nombreuses sociétés riches et puissantes se regroupant dans une nouvelle structure européenne, les États-Unis sont toujours censés payer la facture pour la défense de l'Europe. Ils demandent pourquoi c'est le cas et s'il existe une meilleure approche. Ils soutiennent que les Européens devraient contribuer davantage. C'est une perspective. L'autre groupe est composé de penseurs stratégiques. Ces individus soutiennent qu'il serait bien meilleur pour les États-Unis et l'Europe si l'Europe assumait un rôle plus important dans sa propre défense. Ils se demandent pourquoi les Américains devraient être en première ligne et suggèrent que les États-Unis devraient servir de soutien comme ils l'ont historiquement fait lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Ils soulignent que la guerre froide est terminée sans poussée idéologique messianique de Moscou. Il n'y a pas de satellite et rien n'indique que M. Poutine souhaite autre chose que de repousser les forces américaines loin de ses frontières. Il vise à neutraliser l'Ukraine et à établir un gouvernement ukrainien qui ne soit pas ouvertement hostile à la Russie. Ce gouvernement ne représenterait pas le type de menace pour la Russie qui est maintenant démontré par la réalité des frappes ukrainiennes à longue portée. Cela est probablement grâce à Victoria Nuland, que vous avez mentionné. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit plus tôt, une partie du processus par lequel les Européens reprennent le contrôle de leur destin implique de discuter de l'architecture de sécurité européenne. Nous devons trouver une architecture qui ne menace ni l'Europe occidentale ni la Russie et qui réduit le rôle des États-Unis à celui d'un équilibreur et non d'un combattant de première ligne, ce qui est la posture actuelle. Donc je pense qu'il y a beaucoup de questions qui émergent. Nous ne voyons pas beaucoup de discussions à leur sujet, mais je suis assez confiant que nous le ferons. Permettez-moi de jouer l'avocat du diable un instant. Je suis européen, donc je regarde cela à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. De l'intérieur du point de vue de l'Europe et de l'extérieur de celui de l'Amérique. Mais en jouant l'avocat du diable, j'ai entendu dire que l'Amérique avait joué le rôle de policier mondial dans le passé. Mon argument, cependant, est tout à fait différent. L'Amérique n'a jamais vraiment agi comme le policier du monde. Au lieu de cela, elle a toujours poursuivi ses propres intérêts. La démonstration la plus claire de cela est la présence d'environ 900 bases militaires dans le monde, avec 750 confirmées et environ 150 sites étant des sites secrets. Rien qu'en Allemagne, il y a encore entre 30 000 et 40 000 soldats stationnés. On pourrait presque voir cela comme une sorte d'occupation, n'est-ce pas? Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique a constamment cherché à protéger ses propres intérêts hégémoniques. De plus, l'Amérique a eu une opportunité très unique. Pendant un certain nombre d'années, disons entre 20 et 30 ans, elle a vécu un moment unipolaire en tant que puissance la plus forte et unique au monde. En regardant la situation maintenant, cela n'était-il pas une énorme occasion manquée? Et pourquoi?
Il est tentant de demander pourquoi l'Amérique n'a pas été capable de tirer parti de ce moment unipolaire de manière positive, bienveillante, pour le bien de tous, pas seulement de l'Amérique. This unipolar moment better for the good of everybody, not only America. Eh bien, je pense que c'était un échec d'imagination et de leadership. Je suis d'accord avec vous que les États-Unis, dans la plupart des aspects, ont poursuivi leurs propres intérêts plutôt que les intérêts communs. Et nous prenons maintenant quelque chose appelé l'ordre basé sur les règles, par opposition à l'ordre basé sur le droit, ce que nous prônions pendant la guerre froide, même si nous ne respections pas entièrement le principe de droit. Vous n'entendez plus rien sur le droit, les Nations Unies, la prise de décision collective ou la consultation de la part des politiciens américains. Et le président des États-Unis se rend annuellement à la réunion de l'Assemblée générale à New York. Alors que par le passé, il y avait un grand intérêt pour les nouvelles idées qu'il présentait, parce que les États-Unis étaient considérés comme le leader mondial. Nous n'avons pas encore eu de présidente. Maintenant, je pense qu'il y a peu d'intérêt et beaucoup d'opposition aux déclarations très intéressées que font désormais les présidents américains. Donc, d'un point de vue américain, permettez-moi de partager quelques réflexions sur l'OTAN, l'Europe et les sujets connexes. De notre point de vue, il est risqué de laisser l'Europe se débrouiller seule. 2 fois, voire 3 fois, au cours du XXe siècle, l'Europe s'est trouvée en plein tumulte et nous avons dû traverser l'Atlantique pour rétablir l'équilibre. Cela s'est produit pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Dans le cas de la Seconde Guerre mondiale, certains diraient que nous avons essayé de rester en dehors de manière irresponsable. Nous n'avons rien fait pendant 2 ans alors que l'Europe était en tumulte et que la Grande-Bretagne était sous une grave menace. Ce n'est que la décision mal avisée d'Hitler de rejoindre le Japon en déclarant la guerre aux États-Unis qui nous a conduits à entrer dans la guerre en Europe. Pendant la guerre froide, que nous avons joué un rôle à démarrer, comme vous l'avez suggéré, nous nous sommes retrouvés empêtrés dans les affaires européennes. À mon avis, nous avons plutôt bien agi. Nous avions des dirigeants avisés qui ont promu ce qui est devenu l'Union européenne. Ils visaient à créer un partenaire égal en Europe pour nous au début. Si cela a échoué, je ne pense pas que nous puissions être blâmés pour cela. Mais permettez-moi de partager quelques réflexions sur l'OTAN. Si les États-Unis doivent rester impliqués en Europe pour prévenir des catastrophes qui pourraient nous entraîner de nouveau à travers l'Atlantique, alors l'OTAN est le mécanisme approprié. L'OTAN a de nombreux mérites. Entre autres, elle intègre une Allemagne très grande et puissante dans un groupe plus large d'États. Remarque que les préoccupations concernant la puissance allemande sont atténuées. Cela fournit également un équilibre entre l'Europe occidentale et la Russie. Je soutiendrai que cet équilibre pourrait être géré plus efficacement avec un rôle plus important pour l'Europe. En fait, j'espère qu'une des conséquences de la situation en Ukraine sera une discussion sur l'architecture de la sécurité européenne. Cela inclut l'idée d'européaniser l'OTAN. Cela signifie placer l'OTAN sous un commandement européen, avec le soutien des Américains pour l'OTAN. Les Américains resteraient dans l'OTAN, mais n'essaieraient pas de prendre des décisions pour les Européens concernant la sécurité européenne. Ils pourraient conseiller et consulter car, en fin de compte, si l'Europe fait des erreurs, nous serons appelés à intervenir. Cependant, ils ne devraient pas essayer d'exercer un rôle dominant. Donc, c'est un point final concernant l'OTAN. L'une des choses que j'ai découvertes lorsque j'étais ambassadeur en Arabie Saoudite pendant la guerre du Golfe en 1990-91 était que l'OTAN a créé les seules doctrines opérationnelles ou logicielles qui permettent à une véritable force de coalition multinationale d'opérer sur le champ de bataille. L'OTAN dispose de 3000 accords de normalisation.
Ces accords permettent à un soldat néerlandais de coopérer avec un soldat grec, même s'ils n'ont aucune langue en commun, pour effectuer diverses tâches. Ces tâches pourraient inclure le maintien de la paix, l'aide en cas de catastrophe ou la guerre. Cette capacité est unique. Le pacte de Varsovie n'a jamais atteint cela. Les Européens de l'Est étaient simplement des auxiliaires de l'armée russe. Une expérience fantastique à Garmisch, lorsque j'essayais de persuader les Européens de l'Est de comprendre et de rejoindre le partenariat pour la paix auquel j'ai contribué à formuler. Le chef d'état-major tchèque est venu à Garmisch et parlait parfaitement allemand. Mon allemand n'est pas très bon. Nous avons eu une bonne discussion, principalement en français. Après le dîner, le jour de nos discussions, il a suggéré de faire une promenade dans la ville. J'ai pensé que c'était une excellente idée. Ainsi, nous avons marché à travers les rues de Garmisch. Il a indiqué divers endroits, comme la boutique de robes de Heidi et la boucherie de son mari Hans, entre autres. J'étais curieux et ai demandé comment il savait tout cela, me demandant s'il venait souvent. Il a répondu qu'il n'était jamais venu auparavant, mais qu'il avait été formé pour occuper l'endroit. Ce moment a clarifié tous les doutes que j'avais sur le rôle de l'armée soviétique et du pacte de Varsovie. Le Hongrois est arrivé et il parlait parfaitement italien, ayant été formé pour une occupation du nord de l'Italie. Le Slovaque est également arrivé et il parlait allemand. Par la suite, je suis allé en Ukraine après la chute de l'Union soviétique. Là, j'ai parlé avec le conseiller à la sécurité nationale et je me suis renseigné sur ses principales préoccupations. Il a souligné 2 problèmes. Premièrement, leurs forces étaient positionnées sur la mauvaise frontière face à l'Ouest. Déplacer ces forces vers l'Est alarmerait les Russes et pourrait potentiellement conduire à la guerre. Deuxièmement, quand je lui ai demandé quelle était l'expérience la plus excitante de sa vie, il a partagé que c'était lorsqu'il a visité Copenhague. Il avait passé 17 ans à pratiquer des sauts en parachute ciblant Copenhague. Je le connaissais comme ma poche, mais j'y avais jamais été. Il disait que c'était merveilleux. Il adorait cet endroit. En tout cas, il disait qu'ils étaient entraînés pour l'offensive. Ils ne faisaient aucun entraînement pour la défense. Aucun. Ils allaient attaquer. Et il a dit maintenant ils doivent apprendre à défendre l'Ukraine. Et je pensais tout cela est très intéressant. Mais c'est sans importance maintenant. Nous n'avons pas affaire à l'Union soviétique. Nous n'avons pas affaire à une armée russe qui est prête à traverser le Fulda Gap et à prendre le contrôle de l'Europe de l'Ouest. Que ce soit leur désir ou qu'ils voient cela comme une défense nécessaire de la mère patrie russe est hors de propos. Ils ont clairement fait des plans pour cela et ont essayé de développer cette capacité. Ils n'ont plus cette capacité. Ils ont beaucoup appris sur les champs de bataille en Ukraine. Ils ont appris à contrer presque tous les systèmes d'armes importants de l'OTAN. Ils ont adopté de nouvelles technologies, en particulier les drones. Ils se sont habitués à un champ de bataille où tout est visible. Le brouillard de guerre s'est dissipé, leur permettant de voir clairement les mouvements de l'ennemi. C'est pourquoi les chars sont désormais vus comme des cercueils plutôt que comme des plateformes d'attaque. Cette situation pourrait changer à l'avenir, mais actuellement, il est évident que tant l'Ukraine que les Russes ont été assez ingénieux. Ils ont développé un nouveau modèle de guerre pour lequel l'OTAN n'est pas préparée. Et donc je dirais que lorsque ce conflit prendra fin, ce qui est inévitable, probablement par le biais d'un règlement négocié, il devient clair que les termes favoriseront la Russie. Cela est dû au fait que l'Ukraine et l'OTAN ont perdu un pouvoir de négociation significatif. Les discussions à Kiev sur la reprise de la Crimée et le regain de contrôle sur le Donbass sont irréalistes. De telles idées ne sont pas motivées par le désir de protéger l'Ukraine ou ses habitants,
mais plutôt par le désir de nuire à la Russie. Cette approche n'est pas durable pour les Européens ou les États-Unis à long terme. J'espère que nous ne discuterons pas seulement de l'architecture de sécurité européenne, mais que nous réfléchirons également sur cette guerre. Nous devrions construire sur les bonnes et mauvaises manières de conduire une guerre. Enfin, j'espère que nous redécouvrirons la diplomatie, car toute cette situation en a manqué sous toutes ses formes. Le bombardement n'est pas une forme de diplomatie, même s'il est décrit comme envoyant un message à l'autre partie. Cela ne facilite pas le dialogue. Sans dialogue, la compréhension ne peut être atteinte. Typiquement, bombarder des gens ne les pacifie pas, cela les enrage. De même, lorsque vous attaquez en interdisant Tchaïkovski et Dostoïevski et que vous agressez la fierté et la culture russe, vous unifiez les Russes contre vous. C'est ce que nous avons fait. De tous les points de vue, la situation en Ukraine a été un désastre. Pour les Ukrainiens, cela a été une catastrophe. En termes de stratégie globale, cela a rapproché la Russie et la Chine, un développement qui ne se serait probablement pas produit autrement. Cela a été une erreur. Cela a partiellement désindustrialisé l'Europe, un processus qui continue. Cela a conduit les Européens à se prémunir contre l'abandon par l'Amérique, mais cela n'a pas déclenché de discussion sérieuse sur l'avenir de l'Europe après l'Ukraine. Cette discussion est nécessaire. Le problème avec M. Trump, c'est qu'il semble comprendre que les choses ont changé et que l'Europe doit prendre plus de responsabilités pour sa propre défense. Cependant, il manque de compréhension de la diplomatie, de la consultation, du dialogue ou d'un processus pour ajuster les relations transatlantiques de manière fluide et bénéfique pour les deux parties. Par conséquent, ce qu'il est susceptible de faire pourrait être abrupt et déstabilisant. Les Européens ont des raisons valables pour leurs préoccupations. Encore une fois, en jouant l'avocat du diable, mon argument serait que lorsque Trump ou toute administration dit que l'Europe doit mieux se préparer à se défendre, ils ont en partie raison. Mais la question est, se défendre contre quoi? Se défendre contre des problèmes causés par les États-Unis, pas contre des problèmes causés par l'Europe, n'est-ce pas? Encore une fois, revenons à la question de l'hégémonie. Mais très brièvement, en ce qui concerne l'interview de Tucker Carlson, ce que j'en ai retenu, et vous l'avez évoqué, c'était le fait que Poutine a dit qu'il ne se souvient pas de la dernière fois qu'il a parlé à Biden. Cela revient à ce que vous disiez sur l'absence de diplomatie en ce moment. Maintenant, à quel point est-ce absolument dangereux dans un scénario de guerre lorsque les dirigeants des partis opposés ne se parlent pas? Je suis toujours tenté de dire que je pourrais pardonner à Poutine de ne pas parler à Biden parce qu'il semble avoir de la démence. Dans certaines de ses interviews, il est tellement à côté de la plaque, on dirait sérieusement qu'il a de la démence. Et il ne serait pas le seul, parce que nous savons que Reagan avait la maladie d'Alzheimer, n'est-ce pas? Mais ce sont les pouvoirs derrière le président qui s'accrochent au pouvoir avec tout ce qu'ils ont. Avec qui quelqu'un du côté russe devrait parler? Eh bien, vous avez soulevé plusieurs problèmes. Je pense que nous avons fait la même erreur que celle commise après la Première Guerre mondiale. Au lieu d'intégrer l'Allemagne et la Russie dans un Conseil de l'Europe, un système de gestion de la sécurité européenne, nous les avons exclus. Dans le cas des bolcheviks, ils étaient heureux d'être exclus. Mais c'était une terrible erreur, et cela a mené directement à la Seconde Guerre mondiale. Je pense que nous avons fait la même erreur à nouveau. Nous devons maintenir le dialogue et le contact. Je ne pense pas que l'Europe puisse jouir de la paix sans une relation organique avec ce grand pays à l'Est. La Russie, qui est en partie européenne et en partie non. Elle a un pied en Europe et un à l'extérieur.
La Russie a joué un rôle significatif dans le maintien de l'équilibre en Europe, particulièrement au cours du XIXe siècle. Par exemple, le mot bistrot en français, qui signifie un endroit de restauration rapide, vient du mot russe pour rapide. Ce terme a été introduit par les soldats russes pendant leur occupation de Paris après les guerres napoléoniennes. Le dialogue est sans aucun doute essentiel. Concernant les questions de sécurité européennes, il est important de noter qu'elles ne sont pas uniquement causées par les États-Unis. Certaines questions découlent des actions américaines, comme la déstabilisation de la Syrie, qui a conduit à un afflux massif de réfugiés. Ce n'était pas une action menée uniquement par les États-Unis. De plus, la situation en Afghanistan, qui impliquait l'OTAN et n'était pas juste une entreprise américaine, a également contribué à ces problèmes de sécurité. Désolé, juste pour être sûr de comprendre. Donc, concernant la Syrie et l'Afghanistan, les Européens ont participé, c'est bien ça? Cependant, les États-Unis étaient clairement les initiateurs, n'est-ce pas? Dans le cas de la Syrie, Israël était impliqué, mais les Français étaient également impliqués dès le tout début. Les Israéliens l'ont fait, parce qu'ils pouvaient le faire, sous le couvert des Américains. Oui, j'accepte la responsabilité principale pour cela. Il y a aussi l'aventure libyenne, dont je ne pense pas que nous étions principalement responsables, bien que nous ayons fini par la diriger. Certains pays européens ont choisi de ne pas participer à cette opération, qui était essentiellement du NATO à la carte. Cette opération a marqué le début d'un problème de migration transméditerranéenne qui trouble l'Europe. Comme nous l'avons discuté plus tôt, cela alimente l'opposition populiste à l'immigration et conduit à une résurgence du fascisme en Europe. De plus, nous avons eu un problème avec l'éclatement de la Yougoslavie. Je soutiendrai que la cause immédiate du désastre qui a suivi était la reconnaissance prématurée de la Croatie par l'Allemagne. C'était principalement un problème européen que les Américains ont essayé d'éviter pendant une période considérable. L'Europe n'a pas pris de mesures décisives et finalement, l'OTAN est intervenue d'une manière qui était, de manière discutable, illégale selon le droit international. Cette intervention a peut-être inspiré l'annexion ultérieure de la Crimée par la Russie. Il est évident qu'un meilleur résultat aurait été obtenu si l'OTAN avait évolué comme initialement envisagé sous le partenariat pour la paix. Cela aurait impliqué la Russie dans une certaine mesure, ou même pleinement, et l'aurait chargé de gérer les problèmes de sécurité européens de manière coopérative. Cela aurait pu conduire à une approche très différente de la Yougoslavie, aboutissant potentiellement à des résultats différents en Ukraine. Le partenariat pour la paix visait à ce que des pays comme l'Ukraine deviennent militairement interopérables avec l'Occident sans rejoindre l'OTAN. Rejoindre l'OTAN serait vu comme une provocation intolérable par Moscou, une vue comprise par beaucoup, sauf par les néoconservateurs aux États-Unis. Nous sommes donc effectivement confrontés à une situation complexe qui doit être abordée. Nous devons démêler ce gâchis, le nettoyer et reconnaître les nouveaux défis de sécurité auxquels nous sommes confrontés. Bien que nous ne désirions pas d'armes nucléaires allemandes, il y a une discussion croissante en Allemagne à ce sujet. Et vous savez, c'est la mauvaise direction pour l'Europe, je pense. Mais comment l'éviter? Je ne pense pas que de simplement faire des déclarations disant que ce n'est pas une bonne idée va beaucoup changer l'histoire. Il faut un processus. Où est le processus? Qui sont les leaders qui vont nous y emmener? Olaf Scholz n'a clairement aucune idée. Et Macron ne semble pas avoir d'idée non plus. Et vous avez Meloni en Italie, dont le régime est quelque peu étrange. Et, vous savez, vous avez Geert Wilders en Hollande. Alors qui va diriger cela? Nous avons Biden et Trump, avec les problèmes que nous connaissons tous. Et la préférence des électeurs américains à l'approche de l'automne semble être aucun d'entre eux.
appears to be none of the above, neither of them. But there is no alternative. Mais il n'y a pas d'alternative. Kamala Harris dit qu'elle est prête à servir, mais il semble que personne ne le souhaite. Cela met en évidence un vide de leadership en Europe et aux États-Unis. Cette situation est encore illustrée par les déclarations hypocrites et le manque d'action concernant le génocide à Gaza et les pogroms en Cisjordanie. C'est également évident dans l'échec à engager le dialogue avec les Russes. Parler aux gens ne fait aucun mal. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec eux, mais vous pouvez discuter et expliquer vos désaccords. Il est important d'essayer de comprendre leurs perspectives et de voir s'il existe une base pour trouver des intérêts communs. Ambassadeur, si nous nous concentrons réellement sur l'Ukraine, n'est-ce pas? Le mot, encore une fois, en traçant des parallèles avec Israël dans les premiers jours ou semaines, même après le 7 octobre, dans chaque interview était « Condamnez-vous le Hamas ». Dans le cas de l'Ukraine, c'était l'invasion non provoquée de l'Ukraine, ce qui est absurde. C'était entièrement provoqué. Boris Eltsine, le prédécesseur de Vladimir Poutine, dès 1995, a exprimé de fortes objections à l'expansion vers l'est de l'OTAN qui lui avait été assurée ne pas se produire. Il y a eu 5 expansions. Chacune a rapproché les troupes occidentales, les troupes américaines, les bases et les installations de la frontière russe. La Russie a toléré l'incorporation des pays baltes, qui ne représentent pas une grande menace pour quiconque dans l'OTAN. Mais elle a clairement fait savoir, à partir de 2007, lors de la conférence de sécurité de Munich, lorsque M. Poutine a pris la parole et a clairement indiqué qu'il n'était pas prêt à accepter l'expansion supplémentaire de l'OTAN. Ceci a été répondu en 2008 par une invitation à la fois à la Géorgie et à l'Ukraine. La Russie a réagi en démontrant son sérieux à travers un conflit avec la Géorgie, montrant qu'elle ne tolérerait pas l'expansion indéfinie de la sphère d'influence américaine jusqu'à sa frontière. La Russie n'a pas tenté de réincorporer l'Ukraine dans sa sphère d'influence. Au lieu de cela, elle a cherché à exclure l'Ukraine de la sphère d'influence américaine. Elle a exigé la neutralité de l'Ukraine, similaire au traité d'État autrichien de 1955. La réponse de l'Occident, des États-Unis et de l'OTAN a été désinvolte. Ils ont insisté sur le fait que l'OTAN a une politique de porte ouverte. Cependant, ce principe n'est pas appliqué uniformément. Par exemple, si le Mexique voulait rejoindre le pacte de Varsovie, les États-Unis s'y opposeraient probablement, comme ils l'ont fait lorsque Cuba s'est aligné avec l'Union soviétique. Cela a provoqué une crise significative. Il y a un dicton en anglais, « Ce qui est bon pour l'oie est bon pour le jar ». On ne peut pas appliquer un principe de manière sélective. Il s'applique soit à tout le monde, soit à personne. Ainsi, en décembre 2021, M. Poutine a amassé des troupes à la frontière ukrainienne. Nous avons dit qu'il avait l'intention d'envahir. Notre réponse a été de rejeter toute négociation avec lui. Nous ne voulions même pas lui parler. Ce que nous étions prêts à discuter, c'était uniquement les capacités offensives de notre système de missiles antibalistiques en Pologne et en Roumanie. C'était tout. Alors, il a fait ce qui était attendu, ce que nous attendions. À savoir, il a eu recours à la force, puisqu'il s'est vu refuser une chance de négocier. Ce n'était pas une surprise et ce n'était pas non provoqué. Il y avait eu des avertissements constants de la part de la Russie depuis 1995. Et c'est une longue période. Pourrait-il s'agir, je veux dire, en réfléchissant à haute voix, d'une sorte de piège? Je me souviens qu'avant que Saddam Hussein n'envahisse le Koweït, il avait été assuré par l'Amérique que c'était une situation interarabe et que l'Amérique n'interviendrait pas. Nous savons cela comme un fait. Un scénario similaire pourrait-il être en jeu ici, parce qu'il n'était pas surprenant pour l'administration américaine que Poutine envahisse. William Burns, l'ancien ambassadeur en Russie,
et maintenant directeur de la CIA, l'a même mentionné dans ses mémoires. Il a déclaré que l'inclusion de l'Ukraine et de la Géorgie dans l'OTAN est la ligne rouge ultime pour Poutine et son élite. Il ne s'agit pas seulement de Poutine. Alors cela aurait-il pu être un piège? So could it have been a trap for... I don't think so. Je ne pense pas. J'ai participé à la guerre pour libérer le Koweït et j'ai travaillé étroitement avec April Glaspie, qui était notre ambassadrice à Bagdad. Nous avons vraiment essayé d'obtenir des instructions concernant les menaces que Saddam Hussein faisait envers le Koweït. Elle n'avait aucune instruction. Les ambassadeurs qui n'ont pas d'instruction ne peuvent pas menacer de guerre. Donc, elle a déclaré « Je n'ai aucune instruction à ce sujet ». C'est quelque chose à régler entre Arabes, indiquant clairement que les États-Unis ne prenaient pas position. En fait, à l'époque, nous envoyions par inadvertance tous les signaux de désintérêt pour la sécurité du Golfe Persique. Nous essayons de nous retirer, une position que nous avions maintenue depuis 1947. Nous proposions de fermer le consulat général américain à Dhahran, un avant-poste important pendant la guerre froide, situé juste au centre des champs pétrolifères. L'implication était que ceci n'était plus important. Nos actions étaient variées et nos relations avec le Koweït étaient terribles. À la veille de l'invasion, l'ambassadeur américain au Koweït a contacté le Premier ministre, l'émir, pour demander s'il y avait quelque chose que les États-Unis devraient faire. La réponse était désinvolte, affirmant que tout était sous contrôle. Cependant, les discussions à Jeddah, qui étaient perçues comme une chance de résolution, se sont avérées être une tromperie de Saddam Hussein. Par conséquent, je soutiendrai que ce n'était pas un piège, mais plutôt un cas de mauvaise gestion, de manque de vision stratégique et d'un focus sur l'intérêt personnel. À cette époque, l'Europe vivait de nombreux événements significatifs. L'Allemagne se réunifiait, l'Union soviétique s'effondrait et l'Empire soviétique disparaissait. De nombreux événements significatifs se déroulaient. L'attention de Washington était limitée à ces développements, conduisant à un manque de concentration sur d'autres questions importantes. Cette situation peut être décrite comme une mauvaise gestion stratégique et un comportement amateur des dirigeants politiques à Washington. De plus, l'héritage du moment unipolaire, qui nous a amenés à croire que nous étions omniscients, omnipotents et invulnérables, a contribué à cette négligence. Ce n'est qu'avec les événements du 11 septembre que nous avons réalisé notre vulnérabilité. Il régnait une croyance selon laquelle rien ne pouvait nous nuire en raison de notre puissance, conduisant à supposer que Saddam Hussein n'oserait pas prendre de mesures agressives. Il n'y avait pas de compréhension que les ambitions territoriales de l'Irak dans le Golfe, qui avaient été limitées par sa relation avec Moscou en tant qu'État client, n'étaient plus retenues, car Moscou n'était plus en position de le faire après la fin de la guerre froide. Certains d'entre nous dans le Golfe avaient compris cela, mais nous n'avons pas pu convaincre Washington. Bill Burns, qui a servi comme ambassadeur à Moscou et plus tard comme chef du Carnegie Endowment for International Peace, avait une vision très claire de cette question dans ses mémoires avant de devenir le chef de la CIA. En tant que chef de la CIA, ce n'est pas son rôle de faire de la politique, bien que cette distinction soit souvent négligée, à mon avis. Je ne l'ai pas entendu exprimer de désaccord avec l'avis du président, même s'il doit considérer la vision du président comme gravement erronée, compte tenu de sa compréhension antérieure de la question. Ainsi, nous sommes également confrontés au problème de l'absence de tradition de démission de haut niveau en protestation contre les politiques. Le dernier cas significatif était la démission du secrétaire d'État Vance suite à la crise des otages en Iran. De nombreux facteurs ont contribué à cette situation, mais ce n'était pas un piège. Cela m'amène à un principe fondamental de la diplomatie qui est très important.
Ne jamais attribuer à la malveillance ce qui peut être expliqué par la stupidité. Il y a bien plus de personnes stupides dans le monde qu'il n'y en a de malveillantes. Because there are far more stupid people in the world than there are evil people. I'm gonna remember that one. Je vais me souvenir de celle-là. Si nous nous concentrons maintenant sur 2014 à Kiev, j'ai interviewé Ivan Kachanovski, qui a écrit une thèse de doctorat sur ce qui s'est réellement passé là-bas. Il a accumulé une énorme quantité de données, incluant des transcriptions de transmissions, des rapports de journalistes sur le terrain, des informations de téléphone portable et plus encore. Pour lui, il est clair qu'une puissance extérieure a instigé un coup d'État. Nous pouvons spéculer sur quelle puissance extérieure il s'agissait, mais nous avions Victoria Nuland et John McCain là-bas, distribuant des biscuits et du pain. C'est comparable à si des représentants russes avaient été présents lors de l'insurrection du 6 janvier, soutenant les attaquants du Capitole. Alors, selon vous, que s'est-il réellement passé en 2014 à Kiev? So in your point of view, what happened really in 2014 in Kiev? Oh, c'était une révolution de couleur conçue dans le cadre d'un processus de changement de régime par les États-Unis. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Les réactions des Russes étaient entièrement prévisibles. Elles comprenaient l'incorporation de la Crimée, qui, soit dit en passant, était soutenue par la majorité des Criméens. Il y avait eu 2 référendums précédents en Crimée, dans lesquels les gens avaient clairement indiqué qu'ils ne voulaient pas faire partie de l'Ukraine. Ils voulaient faire partie de la Russie ou être indépendants. En fait, le premier référendum avait abouti à une demande d'indépendance. Ces 2 expressions du sentiment populaire ont été renversées, contrôlées et inversées par des nationalistes ukrainiens de l'ouest de l'Ukraine. By Ukrainian nationalists from Western Ukraine. So, yes, I mean, there's no doubt what happened. Oui, il n'y a aucun doute sur ce qui s'est passé et ses conséquences. Parmi celles-ci figurait le début d'une guerre civile ukrainienne. Ce conflit opposait les russophones de l'Est aux ultranationalistes ukrainiens de l'Ouest. Cette guerre civile a duré 8 ans, menant à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Elle s'est rapidement transformée en une guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie, impliquant également l'OTAN. Les États-Unis et l'OTAN étaient impliqués dans la reformation de l'armée ukrainienne, qui s'était considérablement agrandie. À la veille de la guerre, l'Ukraine préparait une offensive contre le Donbass, les zones russophones. Une partie de la raison pour laquelle la Russie a amassé des troupes à la frontière était de contrer cette invasion imminente de cette région. À la veille de la guerre, l'Ukraine possédait la plus grande armée d'Europe, juste derrière la Turquie, et sa taille était presque aussi grande que celle de l'armée russe entière. Cependant, l'armée russe n'était pas formée au niveau de l'armée ukrainienne. Pendant 8 ans, les Ukrainiens ont été formés selon les normes de l'OTAN. Cette formation incluait les mêmes ultranationalistes que notre presse avait précédemment décrits comme néo-nazis, jusqu'à ce qu'ils soient soudainement salués comme des héros patriotiques dans la guerre contre la Russie. Il est important de noter que l'Ukraine a adopté Stepan Bandera comme figure nationale. Bandera était associé à la SS allemande et ses forces auraient tué 150 000 Polonais et 250 000 Juifs en Galicie, qui fait maintenant partie de l'Ukraine. Parce que l'Union soviétique a modifié les frontières après la Seconde Guerre mondiale, la situation est très complexe. Cette complexité a été éclipsée par une propagande puissante et des récits dominants. En conséquence, nous avons réussi à diaboliser à la fois M. Poutine et la Russie, au point où, après l'interview de Tucker Carlson, les gens disaient « Il dit qu'il veut négocier, mais nous ne voulons pas négocier avec lui ». Cela fait écho à l'intervention de Boris Johnson en avril 2022. À cette époque, l'Ukraine et la Russie avaient atteint, du moins en principe, un accord sur un projet de traité. Selon ce traité, l'Ukraine déclarerait sa neutralité et accepterait des garanties de sécurité d'autres pays européens, possiblement incluant les États-Unis.
accept security guarantees from other European countries, maybe the United States, Russia would withdraw from Ukraine. La Russie se retirerait de l'Ukraine. La région du Donbass retournerait à être une partie intégrale et fédéralisée de l'Ukraine selon les accords de Minsk. Tout cela avait été convenu. Boris Johnson a visité Kiev et a dit à M. Zelensky que bien qu'il puisse vouloir la paix, l'objectif du Royaume-Uni était d'affaiblir et d'isoler la Russie. Il a assuré son soutien à l'Ukraine s'il poursuivait cet objectif. Par conséquent, il a exhorté M. Zelensky à ne pas signer le traité, ni à rencontrer M. Poutine, même si une rencontre était en cours d'organisation. En conséquence, il n'y a pas eu de paix, seulement la guerre. Cette histoire complexe de comment la guerre a commencé remet en question l'affirmation selon laquelle elle était non provoquée ou qu'il n'y avait pas d'ingérence de notre côté. En discutant du changement de régime en Ukraine, arrêtons-nous en 2014 pour examiner les accords de Minsk. En utilisant vos commentaires sur Boris Johnson comme transition, j'aimerais aborder ce sujet d'un point de vue diplomatique. Il est notable que l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel et le président français Hollande ont indiqué que les accords de Minsk étaient essentiellement une stratégie pour gagner du temps afin d'armer et de former l'Ukraine. Cette révélation, couplée à ce que vous avez partagé sur Boris Johnson, soulève des questions sur la fiabilité de la diplomatie de l'Europe occidentale et de l'Amérique aux yeux de la communauté mondiale. J'élargis intentionnellement cette enquête pour inclure des perspectives du monde entier, pas seulement de la Russie. Eh bien, je pense que nous avons acquis un très mauvais bilan. Maintenant, je ne sais pas si Mme Merkel et le président Hollande faisaient une déclaration par commodité, suggérant qu'ils n'étaient pas vraiment sérieux au sujet des accords de Minsk et étaient contre la Russie depuis le début. Cela aurait pu être une déclaration politiquement pratique. Peut-être était-il sincère, ou peut-être était-il insincère dans la poursuite des accords de Minsk. Je ne sais pas. Mais en fait, la manière dont les accords de Minsk ont été utilisés était précisément pour armer l'Ukraine contre la Russie et pour créer une menace pour la Russie qui n'existait pas auparavant. Alors, permettez-moi de dire, je ne veux pas continuer à revenir sur la question Israël-Palestine, mais le soi-disant processus de paix s'est avéré être la plus grande fraude diplomatique de l'histoire. Il n'y a eu aucun véritable effort pour faire la paix. Au lieu de cela, il y a eu un effort pour dissimuler et fournir une couverture politique pour l'expansion israélienne et l'annexion de terres palestiniennes, et pour la colonisation de ces terres par des immigrants de divers endroits, subventionnés par l'État israélien, qui à son tour est subventionné par les États-Unis. Donc c'est la leçon au monde sur la diplomatie américaine. Nous avons un exemple en Chine où nous avons atteint un accord entre 1972 et 1969 sur la manière de gérer la question de Taïwan. Nous avons abandonné les 3 accords que nous avions conclus. Désormais, nous entretenons une relation avec Taïwan qui est officiellement non officielle, mais cela ne trompe personne. Nous avions promis de ne pas stationner de troupes ni d'établir d'installations sur l'île, pourtant elles sont revenues. Nous avons déclaré que nous ne nous engagerions pas à défendre Taïwan et avons mis fin au traité qui prévoyait un tel engagement. Cependant, notre président a déclaré à 4 reprises que nous défendrions bien sûr Taïwan, agissant comme si telle était notre intention. Ainsi, nous avons à nouveau rompu notre parole. Nous avons pris l'habitude de négliger ou de mettre fin au traité chaque fois que nous le choisissons. Pacta sunt servanda, le principe juridique selon lequel les traités ou accords doivent être respectés, était autrefois universellement respecté. Cependant, nous ne respectons plus ce principe. Si un traité devient gênant, nous y mettons simplement fin. Cette approche est profondément cynique. Je me souviens que Charles de Gaulle avait une fois comparé les traités aux jeunes femmes ou aux fleurs, suggérant qu'ils sont éphémères,
pas éternels. À l'époque, je voyais cela comme un exemple parfait du cynisme français traditionnel. Malheureusement, nous avons maintenant adopté ce principe nous-mêmes. Alors, les États-Unis ont-ils une bonne réputation? Quelqu'un ferait-il confiance à un accord avec nous? Bien qu'il puisse y avoir certains qui sont assez crédules pour le faire, c'est de plus en plus douteux. Mais je ne compterai pas dessus. Si nous passons maintenant du comportement diplomatique au comportement économique, parlons des 300 milliards de dollars américains que l'Amérique menace de confisquer. Ce sont des actifs russes, et l'Amérique menace de les utiliser pour soutenir l'Ukraine, ou pour quels que soient les plans qu'ils ont. Au-delà de la situation entre la Russie et l'Ukraine, qu'est-ce que cela signifie pour le dollar américain sur la scène mondiale? Eh bien, c'est potentiellement catastrophique. La République islamique d'Iran possède un organe de décision appelé le Conseil de discernement, qui prend des décisions expéditives et sans principe. Cette action des États-Unis est similaire, elle est expéditive et sans principe. La responsabilité fondamentale de tout banquier ou banquier central est de protéger les dépôts de leurs déposants. Ce concept, intéressamment, trouve ses origines chez les Néerlandais. Si vous vous mettez à confisquer des dépôts qui vous ont été confiés, vous violez votre devoir fiduciaire. En conséquence, vous ne serez plus considéré comme digne de confiance en tant que banquier. Donc, si nous poursuivons dans cette voie, je crois que la conséquence sera un déclin significatif du rôle du dollar américain en tant que monnaie de réserve. Il me semble que les banquiers centraux européens comprennent les risques, car ils explorent des moyens d'utiliser les intérêts des réserves russes au lieu du capital lui-même pour soutenir l'Ukraine. Cependant, cette approche est également irresponsable et nuira à la réputation du système financier international. Je crois en la prise de décisions qui servent les intérêts nationaux, mais elle ne devrait pas être sans principe et purement opportuniste. Si nous procédons à de telles actions, nous devrions nous attendre à des conséquences graves. C'est pourquoi, en fin de compte, je ne pense pas que nous irons jusqu'au bout. Les pays des BRICS sont en augmentation de nombre. L'Arabie saoudite a rejoint les BRICS maintenant en janvier, n'est-ce pas? L'un des objectifs des BRICS est bien sûr de substituer le dollar américain comme monnaie de réserve mondiale. Nous savons qu'un certain nombre de pays ont déjà commencé à vendre du pétrole ou des ressources naturelles, telles que le pétrole et le gaz, en échange de monnaies autres que le dollar américain. Coïncidence ou pas, Saddam Hussein et Muammar Kadhafi ont fait la même chose et ont payé de leur vie pour cela. Ainsi, le pétrodollar est la source de vie de l'Amérique. Sans le pétrodollar, il n'y a pas de super porte-avions. De votre point de vue, à quel point les BRICS sont-ils menaçants ou pourraient-ils devenir menaçants pour le dollar américain ou le pétrodollar? Eh bien, c'est une question différente de celle du dollar servant de réserve de valeur ou de monnaie de réserve. La proposition de saisir les actifs de la Russie, comme nous l'avons déjà fait avec le Venezuela et l'Iran, met cela en péril. C'est un assez mauvais bilan pour une banque. It's a small town, l'Afghanistan. Oui, merci de l'avoir mentionné. C'est l'une des raisons pour lesquelles les BRICS et d'autres ont tenté de trouver des moyens d'éviter le dollar. Ils sont préoccupés par le fait que les États-Unis utilisent leur contrôle sur le dollar pour imposer des sanctions unilatérales. Selon la Charte des Nations Unies, ces sanctions sont illégales. Cependant, il semble que personne ne se réfère plus à la Charte des Nations Unies ou au droit international, comme je l'ai mentionné plus tôt. Mais la question que vous soulevez concerne l'utilisation du dollar, ou de l'euro d'ailleurs, comme instrument pour régler les transactions commerciales. Cela implique de régler des transactions entre différentes devises. Ce système est soutenu par quelque chose appelé SWIFT, basé à Bruxelles. SWIFT est une chambre de compensation d'informations
qui documente les transactions en euros et en dollars. that documents Euroheadery like Teflon était suspendu de ce système. from which Russia and Iran have been suspended. So that means Alors pour les Russes, les Iraniens et d'autres qui pourraient potentiellement être perçus comme des ennemis de l'Occident, ils pourraient ne pas être capables de commercer. Leur commerce pourrait être redirigé ou empêché. Cela n'est pas acceptable et c'est ce qui motive la recherche de moyens alternatifs pour contourner le dollar. and this is what is motivating Quels types de moyens sont explorés? means Principalement, il y a les swaps de devises bilatéraux. Cela signifie que vous prenez le dirham aux Émirats arabes unis et le rendez échangeable avec le renminbi en Chine, par exemple, ou le rouble et la roupie en Inde, qui ont longtemps été interchangeables, et vous persistez dans cela ou l'élargissez. C'est une approche, les swaps de devises bilatéraux. La deuxième approche est l'utilisation des monnaies numériques. bilateral currency swaps. The second is the use of digital currencies, so that you can, for example, you can Vous pouvez par exemple prendre une carte de crédit avec un compte en yuan chinois ou RMB et l'utiliser en Indonésie pour payer directement en roupies. Cela contourne la Réserve fédérale de New York, facilitant un échange numérique direct. Cette méthode progresse rapidement. that is it. Un autre effort consiste à créer des monnaies artificielles ou des paniers de monnaie similaires aux droits de tirage spéciaux que le FMI a créés. Ce sont des paniers internationaux de monnaie qui établissent une valeur de référence pour d'autres monnaies, visant à remplacer le dollar dans ce rôle. Place the dollar in that. Tous ces efforts progressent lentement parce que le dollar est profondément enraciné. Cependant, ils avancent en raison des problèmes de crédibilité causés par les actions américaines et européennes. C'est une affaire sérieuse. And European behavior are creating. So this is a serious matter, and we're going to end up, I think, not with Je pense que nous n'allons pas finir par trouver un substitut au dollar sous forme de monnaie nationale. Ce ne sera pas le yuan chinois, le rouble russe, la roupie indienne ou l'euro. Au lieu de cela, nous aurons de nombreux systèmes monétaires fragmentés, ce qui compliquera grandement les choses pour les entreprises faisant des affaires à travers les frontières. common currency. Les avantages d'une monnaie commune sont évidents dans l'établissement de l'euro, malgré ses problèmes. L'un des pires scénarios possibles serait que le Brexit soit suivi par le départ d'un pays majeur, comme l'Allemagne, de la zone euro. Cela pourrait arriver parce que la valeur de l'euro empêche l'Allemagne de dévaluer sa monnaie pour échapper à la désindustrialisation. Devaluates. Ainsi, nous avons créé une tempête parfaite. Le fait que les arbres ne soient pas encore tombés n'est pas aussi rassurant qu'il pourrait paraître. Is not as reassuring as it might be. Before I come to my last Avant de poser ma dernière question, j'ai encore un sujet que j'aimerais aborder, la Chine et l'OTAN. Je vous ai entendu dire que l'OTAN doit étendre ses opérations au-delà de sa zone traditionnelle, sinon elle deviendra obsolète. it will go out of business. Si j'interprète certains rapports correctement, c'est précisément ce que fait l'OTAN sous la direction américaine, en s'alignant pour contrer la Chine. Under the American Serait-ce une affirmation juste? NATO to fight China. Would that be a fair statement? That phrase, out of Cette phrase, hors zone ou hors service, était le cri de ralliement de ceux qui souhaitaient préserver l'OTAN dans deux rôles. D'abord, en tant qu'organisation de sécurité collective visant des ennemis au-delà de l'Europe, que ce soit la Russie ou tout autre. Ensuite, comme un soutien auxiliaire à l'interventionnisme américain. C'était leur cri de ralliement. En effet, c'est ce qui s'est passé. L'OTAN est sortie de sa zone traditionnelle, intervenant en Afghanistan et en Libye. Les États-Unis ont tenté de l'emmener en Irak et ont échoué. Ce changement est l'opposé de se concentrer sur la sécurité européenne, qui était le but initial de l'OTAN. Elle était destinée à maintenir l'équilibre européen à travers une alliance défensive et non offensive. being served in a defensive alliance, not an offensive alliance. NATO became an offensive alliance. La transformation de l'OTAN en une alliance offensive a augmenté les anxiétés russes. Pour être honnête, l'OTAN n'a pratiquement aucune capacité de jouer un rôle significatif dans la défense de l'Asie de l'Est. Discuter de son implication est largement symbolique,
semblable à mettre du rouge à lèvres sur un cochon. C'est une tentative de faire paraître une situation peu attrayante, meilleure. Essentiellement, cela sert de soutien politique à la stratégie anti-Chine américaine. Malgré la présence occasionnelle de la marine allemande en Asie de l'Est et son accord avec le Japon pour échanger un soutien logistique, une ironie notable étant donné l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ces actions ne préoccupent pas significativement la Chine. Et donc je me souviens avoir parlé à l'ambassadeur allemand à Pékin pendant la guerre froide. Il disait l'Ostpolitik rebondit sur la Grande Muraille. Il y a quelque chose à dire sur la Chine en tant qu'équilibreur de la Russie. Pourtant, nous avons réussi à les rapprocher, ce que je ne comprends pas. Cela ne semble pas être dans l'intérêt de l'Europe de se joindre. Je ne comprends pas non plus pourquoi les États-Unis décideraient bêtement de s'aliéner et de s'isoler de la plus grande population mondiale de travailleurs STEM, scientifiques, technologues, ingénieurs et mathématiciens, qui se trouvent en Chine. Plus d'un quart des travailleurs STEM du monde sont là. La proportion augmente parce que les universités chinoises diplôment plus de personnes à des niveaux de qualité toujours plus élevés et en plus grand nombre. Pourquoi voudrions-nous nous aliéner d'une telle ressource? La science et la technologie progressent grâce à la collaboration, comme le montre votre propre entreprise. Cette approche va retarder notre innovation plus qu'elle ne le fait pour les Chinois. Cela les force essentiellement à tirer parti de l'immense taille de leur marché pour développer un réseau de chaînes d'approvisionnement domestiques indépendant du commerce étranger. Pendant ce temps, bien sûr, nous essayons de perturber les chaînes d'approvisionnement dans le monde entier. Le résultat net n'est pas de les détruire, mais de les compliquer. Donc, au lieu d'avoir une chaîne d'approvisionnement directe du port de Los Angeles, aussi congestionné soit-il, à Qingdao, dans la province du Shandong, en Chine, nous avons maintenant une connexion entre Qingdao et Acapulco ou un autre port au Mexique. Cela a entraîné une chaîne d'approvisionnement plus complexe, avec plus de maillons susceptibles de se rompre. Cette approche n'est pas judicieuse. Actuellement, il y a une préoccupation significative aux États-Unis concernant l'absence d'une industrie de construction navale. Pourquoi? À cause du protectionnisme. À partir des années 1920, avec le Jones Act, nous avons interdit aux navires non fabriqués en Amérique d'opérer entre les ports américains. Non-American manufactured ships from going between American ports. Cela a tué l'industrie de la construction navale et détruit notre marine marchande. Et maintenant, sous M. Trump, nous allons apparemment imposer un tarif de 60% sur tout ce qui entre dans notre pays. Nous devrions apprendre du passé. Cette approche a contribué à la propagation de la Grande Dépression et avant cela, à la désindustrialisation de sections de l'économie américaine. Cela mérite absolument le titre que George H.W. Bush a attribué à ses opposants, à savoir l'économie vaudou, pas la vraie économie. Il y a beaucoup de raisons de s'inquiéter. Cependant, l'approche que nous adoptons vis-à-vis de la Chine, à mon avis, ne va pas autant nuire à la Chine qu'à nous. Je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi nous voulons nuire à la Chine de toute façon. Je ne pense pas que la Chine cherche à acquérir des territoires comme les Allemands ou un empire comme les Japonais. Elle n'a pas d'idéologie messianique comme l'Union soviétique ou les États-Unis d'ailleurs. La Chine a des frontières naturelles qu'elle tente de rétablir. Cela inclut l'île de Taïwan, le Tibet et le Xinjiang, qui ont historiquement fait partie de la Chine, par intermittence. Ainsi, nous avons créé, au profit du complexe militaro-industriel et des dépenses de défense, une vision alarmiste de la Chine comme la nouvelle incarnation de l'Allemagne nazie, de l'Union soviétique ou du Japon impérial.
Il y a une carte fascinante que je n'ai pas avec moi en ce moment, mais que je vous encourage à trouver. Elle montre les 17 zones du monde que les Britanniques n'ont pas envahies. Ces zones sont marquées en blanc, tandis que le reste du monde qu'ils ont envahi est marqué en rose, y compris le Tibet. À ce stade, il est très difficile de trouver des endroits que les États-Unis n'ont pas envahis ou avec lesquels ils n'ont pas combattu. Cependant, on ne peut pas en dire autant de la Chine. Depuis leur guerre avec le Vietnam en 1979, qui visait à convaincre le Vietnam de ne pas s'aligner avec l'Union soviétique contre eux, un objectif qu'ils ont atteint à un coût militaire énorme, la Chine n'a pas mené d'action similaire. Pendant ce temps, nous patrouillons la côte de la Chine. We are patrolling the coast of China. They are not patrolling our coast, neither in Europe nor in Asia. Ils ne patrouillent pas nos côtes, ni en Europe, en Asie, dans le Pacifique, ni en Amérique du Nord. Donc je pense que nous sommes devenus légèrement dérangés sur ce sujet, et je ne sais pas pourquoi. C'est comme si nous étions de retour à la célèbre série de livres sur Fu Manchu, le méchant chinois maléfique qui se cache dans une grotte au Tibet et gère le monde entier de manière conspirationnelle. Ce n'est pas le cas. La relation avec la Chine fait partie d'une chute générale dans deux théories. La première est que le monde est organisé autour d'un concours entre la démocratie et l'autocratie, ce qui n'est pas vrai. Cette théorie ne peut pas expliquer de nombreux problèmes, bien qu'il puisse y avoir quelques exceptions. La deuxième théorie est que le monde est organisé autour de la rivalité des grandes puissances. And second, that the world is organized around great power rivalry. But this at the very moment when middle-ranking powers are asserting their... Mais cela se produit au moment même où les puissances de rang moyen affirment leur indépendance et se détachent de l'ordre bipolaire créé par la guerre froide. Il n'y a pas de G2. Les États-Unis et la Chine ne contrôlent pas le monde. Si vous demandez aux Arabes du Golfe, à l'Iran ou aux pays des BRICS, ils vous diront la même chose. Le monde qui émerge n'est pas une répétition de la guerre froide. Donc oui, je crois que c'est un autre exemple de solipsisme stratégique. C'est l'idée qu'on peut comprendre le monde par introspection, plutôt que par l'observation et l'acceptation d'une réalité objective. Tout devient entièrement subjectif. Nous créons des narratifs et nous engageons dans la guerre de l'information pour nous convaincre et convaincre les autres de choses qui ne sont pas vraies. To convince ourselves and others of things that are not true. And you said something, Vous avez mentionné quelque chose d'important. L'Amérique prend parfois des actions qui se nuisent à elle-même. Il en va de même pour les gouvernements européens lorsqu'ils agissent contre la Russie de manière qui nuit clairement aux pays européens. Je pense que vous avez déjà abordé une partie de la réponse. Les pays ne sont plus entièrement en contrôle. Il existe des intérêts au-delà des frontières nationales, comme le complexe militaro-industriel. Avec leur influence, leur lobbying et leurs milliards de dollars, ils façonnent ce qui se passe. Dans ce contexte, je pose ma question finale, ambassadeur. To my absolute last question, Ambassador. America in decline, would it be L'Amérique en déclin, serait-ce une affirmation réaliste et véridique, considérant que 30 millions de personnes aux États-Unis vivent avec des bons alimentaires, que l'inflation augmente, et qu'il existe un écart entre les plus riches et les plus pauvres, spécifiquement entre le top 1% à 10% et le reste de la société. Tous les indicateurs de civilisation se détériorent, l'espérance de vie diminue, la criminalité augmente, l'éducation et les infrastructures s'effondrent. Alors, en tant qu'Américain et quelqu'un qui a passé sa vie à défendre l'Amérique, où voyez-vous l'Amérique se diriger? Et par association, où voyez-vous le reste du monde aller dans les prochains 5, 10 ou 15 ans? Eh bien, c'est consternant, bien sûr. Nous étions meilleurs que cela et avions des aspirations à être encore meilleurs. Maintenant, nous semblons très complaisants et ne répondons pas aux différents défis que vous avez mentionnés. Je pense que ce qui se passe est l'effondrement de notre ordre constitutionnel, qui met l'accent sur l'approche anglo-américaine du respect de la procédure régulière.
Cela signifie que la légitimité des résultats est déterminée par le fait que le processus qui les produit est juste. Si c'est juste, même si vous n'aimez pas le résultat, vous devez l'accepter. Les événements du 6 janvier ont été une répudiation de ce principe. Au niveau électoral, certaines décisions de justice récentes semblent également le répudier. Some court decisions now seem to be repudiations of it in the courts, and very clearly, as I indicated, Et très clairement, comme je l'ai indiqué, l'élite politique se préoccupe davantage d'opportunisme que de principes à de nombreux niveaux. Ainsi, l'ordre politique que nous avons créé entre 1783 et 1789 est en train de disparaître. Nous sommes confrontés à une détresse sociale et à des problèmes d'une grande complexité. À bien des égards, nous sommes davantage une plutocratie qu'une démocratie maintenant. Cela est également consternant. Où cela va-t-il finir? Je pense que cela se termine comme le fameux phénix se consumant. Mais ensuite, il renaît. Nous sommes un pays avec d'énormes avantages, une population de 330 millions, peut-être la plus diverse de la planète. Les traditions de résilience parmi cette population et deux vastes océans nous protégeant, nous séparant du reste du monde, sont nos forces. two broad oceans protecting us, separating us from the rest of the world. Our neighbors, the Canadians, are Nos voisins, les Canadiens, sont extrêmement polis et charmants, ne représentant une menace pour personne. Les Mexicains sont joyeux et ont adopté une approche non violente envers nous. Je pense qu'Otto von Bismarck a dit que Dieu avait béni les États-Unis d'Amérique, car au nord, ses voisins étaient les Canadiens, et au sud, les Mexicains, tandis qu'à l'est et à l'ouest, les voisins étaient des poissons. Ce n'est pas le cas pour l'Allemagne, qui ne jouit pas de frontières aussi paisibles. Ainsi, il y a un sentiment que nous renaîtrons, mais sous quelle forme, je ne sais pas. Je ne nous considérerai pas hors jeu, mais il est clair que nous sommes dans un état de désintégration. J'aimerais que cela puisse être inversé. Mais il n'y a personne à l'horizon qui, malgré le slogan « Make America Great Again », qui est une réponse à cela, ait une vision cohérente de ce que nous devrions devenir. Vous savez, j'ai quelques idées, mais personne ne va les écouter. De plus, je suis ancien et sur le point de quitter cette terre. Donc je pense que ce sont tous des problèmes significatifs. Ils posent un problème pour le monde parce que, comme je l'ai indiqué plus tôt, le monde était en attente du leadership américain, à tort ou à raison. Peut-être qu'il ne l'aimait pas toujours, mais il y avait une supposition que les États-Unis allaient prendre les devants et faire des choses. Et nous ne faisons pas cela. Nous n'avons pas répondu au défi de ce tournant, comme Olaf Scholz l'a appelé, un Zeitenwende. Nous ne réagissons pas comme nous l'avons fait après la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque nous avons réinventé le monde selon les principes démocratiques libéraux. La question de savoir si nous avons maintenu cela ou non est une autre affaire. Mais nous ne relevons pas ce défi, et l'Europe non plus. Vous avez mentionné les industries de défense et le complexe militaro-industriel. Le complexe militaro-industriel en Europe est largement fragmenté le long des lignes nationales, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles l'Europe est beaucoup moins efficace qu'elle ne pourrait l'être. Elle devrait être plus unifiée. L'une des choses que les Européens doivent faire, s'ils vont jouer un rôle plus important dans leur propre destin, est de se rassembler. Vous savez, si vous restez de petits pays querelleurs, chacun défendant son droit de produire sa propre version de certaines armes, cela n'est pas seulement inefficace, mais aussi diviseur. C'est l'une des raisons, bien que pas la seule, pour laquelle l'Europe ne joue pas pleinement son rôle à l'échelle mondiale. Je pense que nous devrions vraiment mettre fin à cette interview déprimante. J'espère que vous trouverez un sujet plus agréable à aborder, plutôt que l'Ukraine, Israël ou quoi que ce soit d'autre. Je suppose que la Chine n'est pas non plus un sujet agréable maintenant, mais nous vivons dans ce que l'ambassadeur britannique en Chine, qui était en fait le ministre parce qu'il n'avait pas d'ambassadeur à l'époque, a décrit.
he was actually the minister because they didn't have an ambassador at the time. British ambassador to China, he was shot. L'ambassadeur britannique en Chine a été blessé lorsque les Japonais ont attaqué Shanghai avec leurs avions Zero, qui étaient considérés comme les meilleurs du monde à cette époque. Il a passé 6 mois à l'hôpital pour se rétablir. Pendant sa convalescence, un journaliste local lui a demandé ce qu'il pensait de son expérience. Il a répondu « Nous vivons des temps intéressants ». Cette réponse est souvent à tort référée comme une malédiction chinoise, mais elle n'existe pas dans la culture chinoise. C'était en réalité une manifestation de la tendance britannique à répondre de manière laconique et retenue aux situations difficiles, incarnant l'attitude du stiff upper lip. Quoi qu'il en soit, nous vivons des temps intéressants. Sur cette note, ambassadeur Freeman, merci beaucoup pour votre temps. C'est grandement apprécié. En effet, nous vivons des temps intéressants. J'espère que vous avez encore de nombreuses années devant vous pour continuer à vivre dans ces temps intéressants. Eh bien, c'est gentil de votre part. Nous verrons. Ce fut un plaisir de vous parler, ambassadeur. Je vous souhaite tout le meilleur. Merci. I wish you all the best. Thank you. Et vous aussi.